Le 13 mai 1981, la place Saint-Pierre à Rome est noire de monde. Comme chaque mercredi, Jean-Paul II s'apprête à donner une audience publique à des centaines de pèlerins. L'heure est à la bousculade et à la joie populaire. Mais dans la foule, un homme commet l'irréparable. Il tire à bout portant 3 coups de feu sur le pape. Jean-Paul II s'effondre. La nouvelle de l'attentat est diffusée jusqu'au bout du monde pendant des heures. Qui peut bien en vouloir à l'homme à la robe blanche ? Franck Ferrand nous replonge au cœur de l'événement en remontant le temps jusqu'au moment fatidique, là où tout bascule. Vous écoutez « On a tiré sur Jean-Paul II », première partie. Rome, mercredi 13 mai 1981, il est 17h. La place Saint-Pierre est noire de monde. Comme chaque mercredi, le pape va donner une audience publique à la foule des pèlerins. Les fidèles ont les yeux rivés sur sa silhouette blanche. L'heure est à... Soudain, 3 coups de feu. J'ai tout de suite compris que quelque chose de terrible venait d'arriver. Jean-Paul II s'est effondré. On a tiré sur le pape. Les gens gesticulaient, les gens pleuraient, les gens criaient. La nouvelle à peine croyable sidère les témoins. Bientôt, elle va foudroyer les agences de presse et les rédactions. Cet après-midi, à 17h20, un attentat a été commis à Rome contre la personne du pape Jean-Paul II. L'attentat... Elle sera reprise et diffusée partout, jusqu'au bout du monde, pendant des heures. On a tiré sur le pape, on a tenté d'assassiner Jean-Paul II. Le pape est touché à l'abdomen, on le transporte jusqu'à la clinique Gemelli à 6 km de là. Son ambulance doit se frayer un chemin dans la circulation romaine qui est très dense en cette fin d'après-midi. Le pape est entouré de son secrétaire et d'un médecin. Il va bientôt perdre connaissance et il sera admis dans un état plus que critique. On va devoir l'opérer à chaud. À 20h, un premier communiqué officiel est lu place Saint-Pierre. Il se veut plutôt rassurant. La nouvelle de cet attentat n'en est pas moins fracassante, aussi impensable que cela paraisse. En ce 13 mai 1981, en plein Vatican, on a attenté à la vie du pape. Ça ne s'était jamais vu. Alors qui a tiré ? Pourquoi ? À l'issue de quel terrible engrenage ? Ce que je vous propose, c'est de revivre ce moment d'histoire et de reconstituer les circonstances qui devaient aboutir au drame. Pour cela, revenons quelques années en arrière. « 16 octobre 1978, même endroit, la place Saint-Pierre, même genre de foule, 2 ans et demi plus tôt. Les observateurs scrutent sur les toits du palais pontifical la modeste et néanmoins célèbre cheminée de la chapelle Sixtine. Tous attendent l'émission d'une fumée blanche, signal de l'élection d'un nouveau pape. Celui qu'il faut remplacer a régné sous le nom de Jean-Paul Ier. Régné bien peu de temps d'ailleurs, 33 jours, pas un de plus. Les cardinaux vont-ils pour une fois renoncer à élire un pape italien et choisir le successeur de Saint-Pierre parmi leurs confrères d'Afrique ou d'Amérique latine ? Certains s'interrogent, mais cela paraît tout de même improbable. Parmi les spécialistes, l'attente est grande et les pronostics vont bon train. Durant le conclave, après Jean-Paul Ier, nous savions que Wojtyła avait les capacités pour devenir pape. Franco Buccarelli, journaliste spécialiste du Vatican. Mais nous n'avions jamais envisagé qu'il puisse être élu, car la puissance de la curie romaine était telle que personne ne s'attendait à un pape étranger. Qui plus est, un pape de l'Est. Ce 16 octobre 1978, la fumée blanche annonce que les cardinaux se sont mis d'accord sur un nom. Bientôt, des projecteurs illuminent la façade de la basilique Saint-Pierre. Au grand balcon apparaît le cardinal Felici qui, ému comme il se doit, prononce les mots rituels. Habemus papam. Nous avons un pape. Le monde entier retient son souffle et c'est une stupéfaction intense qui accueille le nom du nouvel élu.
Eminentissimum ac reverendissimum dominum, son éminentissime et révérendissime Carole Charles Romane Ecclesiae cardinal Wojtyła. La surprise était forte, même pour nous. Bruno Bartoloni, journaliste spécialiste du Vatican. Car le cardinal Felici, il a prononcé le nom du cardinal Wojtyła carrément à la polonaise. Elle a dit Wojtyła, en insistant sur ces formules Wojtyła. Et pour les gens, et d'ailleurs pour nous aussi, on estimait que c'était un Africain. Mais il s'agit bien de Karol Wojtyła, c'est-à-dire le cardinal archevêque de Cracovie en Pologne, un pape venu de l'Est. Lorsque nous avons entendu l'annonce « Habemus papam cardinale Wojtyła », le polonais. C'était une énorme surprise pour tous les Italiens. sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Il a pris comme nom, vient de dire le cardinal Periclé Felici, le nom de Jean-Paul II. Certes, en Pologne, un pays réputé pour son fervent catholicisme, le cardinal Wojtyła a fait parler de lui depuis des années, par son franc-parler, par sa foi communicative, par son engagement en faveur des droits de l'homme. Mais de là à faire de lui un pape, songez, le premier pape qui ne soit pas italien depuis des siècles. C'est une surprise, ce pape n'est pas un Italien, il s'agit de l'archevêque de Cracovie, un Polonais donc, le cardinal Karol Wojtyła. La divine surprise au Vatican ce soir avec l'annonce de l'élection du nouveau pape, le cardinal polonais Karol Wojtyła. Sans attendre, les observateurs les plus avisés prennent la mesure de l'incroyable audace du Sacré Collège. En élisant un pape polonais, les cardinaux viennent avant tout d'adresser un défi frontal à tout le monde communiste. On a tout de suite imaginé que ça risquait de créer des répercussions politiques. Un homme du pays de l'Est, évidemment, dans une situation encore de guerre froide, encore, ça avait l'air presque d'une provocation. N'oublions pas qu'à cette époque, dans un climat de guerre froide, alors que les arsenaux nucléaires de part et d'autre sont gigantesques, la Pologne est un des points faibles de ce qu'on appelle le bloc de l'Est, cet empire impénétrable édifié par Staline autour de l'Union soviétique. C'est en 1958 que Karol Wojtyła est devenu le plus jeune évêque polonais. Il n'a alors plus cessé de pousser à la résistance au matérialisme communiste et à la création de mouvements chrétiens clandestins. Un combat qui va peser lourd sur les événements à venir. Nous connaissions Wojtyła pour son œuvre à Cracovie. Je l'avais rencontré quand il était évêque, alors qu'il combattait déjà le communisme. Aux yeux de Moscou, du Kremlin, de Brejnev, Wojtyła est un homme dangereux. Eh bien, c'est cet homme qui vient d'être investi de la formidable, de l'incomparable autorité papale. Très vite, auprès de Jean-Paul II, une figure nouvelle va s'imposer, celle de son secrétaire, évidemment polonais. Nous avons rencontré le cardinal Stanisław Dziwisz, qui est aujourd'hui archevêque de Cracovie. Il a accompagné Jean-Paul II depuis les années 60 jusqu'aux derniers instants de sa vie. Karol Wojtyła était un évêque qui dérangeait le régime communiste. À tel point qu'avant le conclave, avant le départ pour Rome, ils lui ont confisqué son passeport diplomatique. On ne lui a accordé qu'un passeport touristique valable pour un seul voyage. En plus de ça, un des dirigeants du Parti communiste a dit « D'accord, qu'il y aille, mais quand il reviendra, on réglera nos comptes avec lui. » Mais il n'est pas revenu. Et pour cause, il est resté à Rome.
Là, nous sommes à nouveau, donc, en ce moment, en direct avec Rome. Retour au 16 octobre 1978. À 19h35, le nouveau souverain pontife apparaît enfin sur la loggia de Saint-Pierre. Souriant, détendu, débordant d'une énergie évidente. À 58 ans, Karol Wojtyła devient sa sainteté le pape Jean-Paul II et il paraît bien plus vigoureux que ses prédécesseurs. Écoutez ses premiers mots en tant que pontife. Et voilà que les cardinaux ont appelé un nouvel évêque de Rome. Sa voix est forte, posée, rassurante. Ils l'ont appelé d'un pays lointain. Je crois pouvoir dire qu'en quelques minutes, la planète entière est conquise. On imagine les grimaces, les soupirs dans les couloirs du Kremlin. Comment un tel pape ne se mêlerait-il pas des affaires du monde ? La télévision, ici en Pologne, n'a pas annoncé immédiatement l'élection de Karol Wojtyła. Cardinal Stanislas Dziwisz, ancien secrétaire de Jean-Paul II. Je ne sais pas qui ils ont consulté. Certains disent que c'était peut-être Moscou. Et c'est avec retard qu'ils ont annoncé l'élection d'une simple phrase. Le conclave a choisi comme pape le cardinal de Cracovie, Karol Wojtyła, sans aucun autre commentaire. Il est apparu au balcon, il a parlé, il s'est excusé parce qu'il ne parlait pas bien l'italien. Franco Buccarelli, journaliste spécialiste du Vatican. Mais nous avons tout de suite compris que cet homme allait changer l'histoire des pays de l'Est et la politique dans le monde. Le 20 octobre 1978, lors de la messe inaugurale de son pontificat, le pape lance au monde ce qui va devenir un message clé. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes du Christ à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement et de la civilisation. N'ayez pas peur. Ces mots sont restés. Ouvrez votre porte au Christ, n'ayez pas peur. C'était le programme du pontificat. Ces mots s'adressaient en particulier aux pays où la dictature sévissait, que ce soit de droite ou de gauche. Ces mots ont libéré les gens de la peur, parce que les dictatures règnent par la violence et par la peur. C'était le résumé de toute la politique ecclésiastique de Wojtyła. N'ayez pas peur signifie exactement n'ayez pas peur en politique, n'ayez pas peur en religion, n'ayez pas peur dans la vie quotidienne, n'ayez pas peur non plus face à vos ennemis. Donc, n'ayez pas peur, c'était comme ouvrir une grande fenêtre sur le monde. Une fenêtre qui donnait sur la paix. N'ayez pas peur. Ces mots vont peser sur l'avenir du monde, mais nous le verrons, ils ont peut-être aussi contribué à mettre en danger la vie du nouveau pape. N'allons pas trop vite. D'emblée, Jean-Paul II va manifester l'intention de sortir du Vatican le plus souvent possible et de multiplier les déplacements dans le monde. Or, tout naturellement, il réserve un de ses premiers voyages à la Pologne. Voyage triomphal, fondateur, voyage historique. À Cracovie, 1,5 million de personnes accueillent en sauveur celui qui leur propose d'ouvrir les frontières. C'est une ferveur inouïe qui s'empare de toute une partie de la population polonaise. L'agitation prend même une ampleur incontrôlable. Dites-vous bien que dès le mois d'août 80, les chantiers navals de Gdansk sur la mer Baltique sont en grève.
On craint une répression brutale de la part du régime et de ses soutiens soviétiques. Des rumeurs font état d'une présence menaçante de l'armée rouge aux frontières. Question, est-ce que Moscou va, une fois de plus, choisir le coup de force ? Le monde a les yeux rivés sur la Pologne et sur les agitateurs du syndicat Solidarność Solidarité, conduit par un ouvrier électricien du nom de Lech Walesa. Il ne cache pas la force qui le guide, c'est la foi en Dieu. À Gdansk, les ouvriers en grève défilent derrière des bannières de la Vierge Noire de Częstochowa. Des reportages les montrent s'agenouillant pour prier et chanter des cantiques devant des hôtels de fortune. Et sous l'enseigne géante des chantiers Lénine, le monde étonné, inquiet, voit apparaître le portrait du nouveau pape. Un pape qui d'emblée devient un pape politique. La Pologne, mais pas seulement la Pologne, mais également les autres pays qui étaient sous le joug du régime communiste, ont compris que quelque chose allait changer. Ils ont vu un espoir avec ce nouveau pape, ce nouveau pontificat. Alors entendons-nous bien, à cette époque, le soutien de Rome aux ouvriers polonais reste discret. Et l'action de l'Église demeure largement souterraine. Il n'empêche, le mouvement syndical polonais obtient gain de cause. 31 août 1980, Lech Walesa signe les accords de Gdansk. Lech Walesa, devenu le héros de la lutte contre un empire communiste désavoué par sa base ouvrière et qui ne tardera pas à être reçu solennellement sous les ors du Vatican. Pour Moscou, ces provocations sont choquantes, inacceptables. En quelques mois, le cardinal Wojtyła, devenu le pape Jean-Paul II, apparaît comme le symbole d'une résistance tranquille au totalitarisme. Car c'est bien d'une résistance tranquille, presque bonhomme encore, que nous parlons. Mais bientôt, pour certains, Jean-Paul II devient l'homme à abattre. Le pape libérait la Pologne et toutes ces nations opprimées par la force de la parole, la force de conviction. Il n'avait pas d'armes. La force de la parole, de la persuasion, ont donné de la force à ces nations. Les gens ont compris qu'il était possible de vivre différemment, qu'on pouvait vivre, travailler et être libre. Le puissant message de Jean-Paul II n'est pas entendu seulement par les masses prisonnières du vieux rideau de fer. Partout dans le monde, en Amérique du Sud notamment, mais aussi en Afrique, les peuples s'enthousiasment pour ce pape à la parole forte, libératrice. Au fil des mois, cela s'impose comme une évidence. Jean-Paul II entend faire de ses nombreux voyages un formidable outil politique. Pas seulement dans le bloc de l'Est. Décembre 1979, Jean-Paul II se rend en Turquie, un déplacement sous haute surveillance. Car sur le pape, une menace plane. En effet, à l'époque, la Turquie joue le rôle de base avancée des États-Unis face aux pays de l'Est, mais aussi face à l'Iran. L'Iran, où une révolution islamique est en train de renverser le régime autoritaire du Shah. Autant dire qu'Istanbul et Ankara sont devenus des nids d'espions, où se croisent agents du KGB et de la CIA. Pour la visite du pape, les autorités ont mis le pays en état de siège. Elles ont annulé les bains de foule et forcé le souverain pontife à revêtir un gilet pare-balles. La raison de ces mesures alors inédites, des menaces directes proférées contre Jean-Paul II par un terroriste du nom d'Ali Archa.
Ali Akça fait partie des Loups Gris, une organisation terroriste d'extrême droite qui depuis des années met la Turquie à feu et à sang. Ces loups gris sont liés à la mafia ainsi qu'aux différents services de renseignement, aussi bien américains que soviétiques. Leurs activités sont financées par d'intenses trafics d'armes et de drogue au Moyen-Orient et en Europe. Au sein de cette organisation, Ali Akça n'est pas un simple petit rouage. Son rôle est celui d'un tueur. Au printemps 79, quelques mois à peine avant la visite du pape, Akça, qui a tout juste 21 ans, a été arrêté pour l'assassinat du rédacteur en chef de Milliyet, un des principaux quotidiens turcs. Après 11 jours d'interrogatoire, il a été poussé devant les caméras de la télévision. « C'est moi seul qui l'ai tué », a-t-il déclaré. « C'est un acte politique. C'est moi seul qui ai pris cette décision. » La photo du tueur autoproclamé fait la une des journaux. Et si la plupart des analystes ont considéré Akça comme un fou, lui n'a plus cessé de se considérer comme l'empereur, autant dire le caïd des loups gris. Or, le 25 novembre 1979, quelques semaines seulement avant la visite du pape, Ali Akça s'est évadé de sa prison militaire. Il l'a fait grâce à des agents des loups gris infiltrés dans le service de sécurité. Il a aussitôt appelé le journal Milliyet et a lancé au téléphone « C'est l'empereur, je me suis évadé, vous allez recevoir une lettre. » Cette lettre, voici sa teneur. Les impérialistes occidentaux envoient en Turquie le commandant des croisés Jean-Paul, déguisé en chef religieux. Si cette visite n'est pas annulée, je tuerai à coup sûr le pape. C'est l'unique motif de mon évasion. On nous avait dit qu'il avait tué un journaliste, qu'il s'était évadé de prison. Cardinal Stanislas Dziwisz, ancien secrétaire de Jean-Paul II. Donc nous avions peur qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que lors de ce voyage en Turquie, nous avons pris toutes les mesures de sécurité possibles. Cette fois-ci, les menaces d'Ali Akça resteront sans effet, il ne passe pas à l'acte. Grâce à un complice du nom d'Oral Çelik, il a fui la Turquie muni d'un faux passeport et s'est caché pour un temps dans l'Iran de la révolution islamique, l'Iran de l'ayatollah Khomeini. Puis il est passé clandestinement en Bulgarie, on le verra en Allemagne, en Suisse, en Italie et même en Tunisie à l'heure des vacances. Et notez bien ceci, c'est lors de son séjour à Sofia, en Bulgarie, qu'un parrain de la mafia turque lui aurait proposé 3 millions de Deutschmark pour assassiner le pape. Il faut croire que le contrat a bien été passé, car au printemps 1981, le jeune agent des loups gris arrive à Rome sous un faux nom et se promène au milieu de la foule des touristes qui visitent le Vatican. 12 mai 1981. En début d'après-midi, Ali Akça quitte son petit hôtel de la Via Cicerone, non loin du Tibre. La pensionnée Isa. Nous sommes dans un quartier historique, touristique et très agréable, à quelques centaines de mètres seulement de la place Saint-Pierre. Akça se rend d'abord à la consigne automatique de la gare Termini, où il dépose dans 3 casiers différents 3 petites valises contenant des vêtements de rechange et plusieurs faux passeports. Il retrouve ensuite son complice de toujours, Oral Çelik, celui-là même qui l'avait fait sortir de Turquie. Les 2 jeunes hommes possèdent des armes achetées à Vienne par Akça. Le 12 mai, ils ont prévu d'agir dès le lendemain en profitant du bain de foule du pape à l'issue de sa traditionnelle audience publique du mercredi. Vous avez bien entendu, il ne leur reste que quelques heures pour tout mettre en place.
Leur plan est tout simple. L'un et l'autre ont l'intention de tirer sur le souverain pontife. Ali Aksha depuis la barrière en bordure du passage de la Djib papale, autant dire à bout portant. Oral Chelik, son complice, depuis un poste situé 20 mètres en arrière. Il est prévu que dans la foulée, Chelik fasse exploser une grenade afin de faire diversion et de faciliter leur fuite à tous deux. Reste à régler 2 ou 3 détails. Ils font notamment l'acquisition d'une sacoche destinée à cacher la grenade que Chelik doit transporter. Puis les 2 complices se mettent à la recherche d'un endroit sûr où garer la voiture qui leur permettra de fuir. Ils jettent leur dévolu sur un emplacement dégagé à proximité de l'ambassade du Canada. Après quoi, revenus sur la place Saint-Pierre, à l'ombre des grandes colonnes du Bernin, Ali Aksha et Oral Chelik se mêlent aux touristes. Ils sont les 2 seuls à savoir que Jean-Paul II, selon toute vraisemblance, a désormais moins de 24 heures à vivre. Un compte à rebours s'est enclenché dont Jean-Paul II lui-même est loin de se douter. Le Saint-Père, après une après-midi de travail à son bureau, s'accorde en ce moment même une petite marche dans les jardins du Vatican. Il se rend au centre médical où le directeur, le docteur Renato Buzzonetti, lui présente la nouvelle ambulance qui vient d'arriver. Nous avons rencontré le docteur Buzzonetti, médecin personnel du pape et qui restera jusqu'à la fin aux côtés de Jean-Paul II. Devant la porte de l'infirmerie, il y avait notre ambulance équipée d'un central de réanimation. Le pape a béni l'ambulance, il a béni les médecins de garde, et puis il a dit « au revoir, à très vite ». Le pape asperge le véhicule d'eau bénite et déclare « Je bénis aussi le premier patient qui sera transporté dans ce véhicule ». Comment pourrait-il imaginer que ce malheureux ne sera personne d'autre que lui ? De retour à ses appartements, le souverain pontife va dîner tôt en compagnie de ses secrétaires. Puis il regarde d'un œil le journal télévisé de la RAI. En Irlande, les émeutes consécutives à la mort de Bobby Sands, mort en prison d'une grève de la faim, sont en train de se résorber. En France, pour la première fois sous la Ve République, on vient d'élire un président socialiste. On parle aussi de la Pologne et des tensions qui s'y avivent. Le pape a soudain paru plus attentif. Il regagne son bureau privé. Au même moment, via Cicerone, Ali Aksha a proposé à une femme de chambre de l'accompagner au cinéma. Le film qu'ils ont choisi ? Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Ils prennent ensuite un verre à la terrasse d'un café, puis rentrent à la pension et se couchent ensemble, près de la table de nuit où Ali Aksha a déposé son Browning chargé. Quand la jeune femme lui demande ce qu'il est venu faire à Rome, il répond qu'il a l'intention d'y accomplir une grande œuvre. À 23h30, au second étage du palais pontifical, les lumières se sont éteintes. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. On a tiré sur Jean-Paul II est un podcast coproduit par Initial Studio et Martange Productions, adapté de l'émission audiovisuelle L'Heure H, produite par Martange Productions et présenté par Franck Ferrand. Cet épisode a été écrit par Franck Ferrand et Simon Tiss. Il a été réalisé par Christian Huleux avec Nicolas Druet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.